Alors c'est parti pour ce meet-up sur la levée de fonds, parce que quand on parle de start-up en général, on pense souvent levée de fonds. Pourquoi Bonne question. Il y a aussi un gros débat permanent de mais est-ce que vraiment il faut lever des fonds? Non, les bonnes startups n'ont pas besoin de lever des fonds. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. On peut réussir à faire des super startups sans lever des fonds. Et en même temps, à un moment, si on veut croître, si on veut aller beaucoup plus loin, eh bien, en général, il y a un problème de trésor et il faut pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie dans la machine. Et là, il faut du pognon pour avancer, pour accélérer, pour ne pas se faire bouffer par la concurrence, pour pouvoir démultiplier son pouvoir et sa traction. Et donc, ça reste quand même un outil assez fondamental des startups, une case par laquelle tout le monde ne passe pas, mais beaucoup passent. Et ce soir, pour nous en parler, nous accueillons avec joie Clément Sornin-Casby, papa depuis 10 mois, et aussi fondateur d'Air Campus, cette fois avec un C majuscule. On applaudit. Et c'est pour ça qu'il va rester avec nous, et pas parce que là, ça aurait été la 3e fois qu'il aurait été vexé, il se serait cassé. Hein. J'ai eu chaud. Et également avec nous, Sébastien, fondateur de Direct Market. En 2 mots, Sébastien. Papa de 18 ans et de 11 ans. Bonsoir. Direct Market, c'est la marketplace des produits locaux en B2B. On facilite les rapports entre producteurs et commerçants, en tout cas commerçants, restaurateurs, sur l'amont de l'approvisionnement des produits locaux. Merci. Et donc, tous les deux ayant connu les affres de la levée de fonds, et puis pour les accompagner, moi-même, Rémi, fondateur des Poca, bonsoir. J'ai eu toujours de présenter. Et comme j'ai aussi un peu connu il y a 2 ans la levée de fonds, ah oui, j'ai 2 enfants, un de 8 ans et un de 10 ans. C'est très important. Et j'ai connu la levée de fonds il y a 2 ans, donc je pourrais aussi venir rajouter mon grain de sel si nécessaire. En tout cas, merci d'être venu ce soir pour ce sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et donc, eh bien, c'est parti. Je vous propose l'ordre du jour. En gros, c'est d'abord, on va laisser Clément nous raconter un peu son histoire de levée de fonds, comment il l'a vécu. Ensuite, on laissera Sébastien nous raconter son histoire de levée de fonds, comment il l'a vécu. Et puis ensuite, on va un peu creuser les sujets tous les 3 en table ronde. Et puis on passera naturellement aussi le micro. Alors, je ne sais pas si on aura le droit de passer le micro en public, mais on prendra les questions du public qu'on répétera dans le micro pour pouvoir bénéficier de vos questions à vous aussi. Et donc, je passe immédiatement la parole à Clément. Non, si. Eh ben, bonsoir à tous. C'est un plaisir de pouvoir témoigner de ma qualité de papa. Ah non, ouais, ça marche plus. Et Clément. Merci beaucoup. Écoutez, quand on m'a proposé de témoigner sur la levée de fonds, j'étais un peu gêné parce que, étant donné qu'on va officialiser celle-ci, cette première d'HP dans quelques mois, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a matière à quand même apporter un peu d'eau au moulin pour que les gens se fassent une idée plus précise de ce que c'est. Et tout bêtement, je me suis dit, bon, on a quand même fait une première, donc c'est là, étant donné que c'est la 2e, il y a peut-être matière à raconter quand même une petite histoire. Donc nous, tout a commencé déjà avec un projet, parce que tu l'as dit Rémi, la levée de fonds, c'est pas un truc obligatoire. La plupart des startups qui réussissent, on n'entend pas parler à cause de ça, mais elles ont réussi sans lever des fonds. Et en fait, il y a un peu un écueil de prime abord, c'est que la plupart des entreprises innovantes dont on entend parler, c'est parce que l'article porte sur le montant de la levée de fonds avec des montants de plus en plus astronomiques, parce qu'il y a du cash à plus savoir quoi en faire, et donc à l'heure actuelle, c'est pas rare de voir des levées de fonds dépasser les 100 millions d'euros. Donc en fait, déjà à ce niveau-là, nous, quand on a créé Air Campus, on savait qu'on aurait une boîte qui ne serait pas rentable pour au moins les 3 premières années. Et on s'est dit, tiens, si on veut créer une boîte qui n'est pas rentable les 3 premières années, comment on va faire? Il y avait la possibilité d'avoir un père riche, on ne l'avait pas. Il y a la possibilité d'avoir une nana riche, on ne l'avait pas. Et c'est pas mal de possibilités bizarres avec des trucs qu'on trouve sur le dark web, mais on s'est refusé à ça et on avait envie de garder tous nos organes, donc on s'est dit peut-être que trouver des gens sympas qui investissent dans la boîte, c'est une solution viable, plus que les reins.
Et donc, nécessairement, on a dû un peu créer la boîte et en même temps, tout de suite être dans une logique de on va créer un truc qui va crever tout de suite si on ne trouve pas l'argent. Donc, pour être très précis, on a créé Air Campus en avril 2019, officiellement, parce qu'on avait bossé sur le projet quelques mois avant. Et en fait, la levée de fonds, elle a été effective, je pense, en septembre 2019. Donc, en fait, entre avril, le moment de la création, et la préparation juridique de la création qui est assez longue, etc. Alors, tout de suite, on s'est mis en quête d'aller trouver 3 business angels, parce qu'en fait, on avait fait nos calculs et on s'était dit, tiens, avec les aides à la création, les effets leviers, en fait, en récupérant à l'époque, nous, on avait réinvesti aussi dans la boîte, donc en récupérant à peu près 150 000 € de fonds extérieurs, on avait réussi à avoir à peu près 500 000 € pour développer la boîte. Et ça nous a permis de vivre jusqu'à à peu près janvier de cette année. Et janvier de cette année, on s'est servi du PGE comme d'un premier effet levier de la future levée de fonds. Et du coup, on a actionné la suivante qui a été effective en fait en juin. Et pour vous donner un petit historique, nous, c'était notre deuxième structure, donc notre deuxième entreprise. On avait créé la première en septembre 2016 et on avait déjà fait un peu notre trou déjà en fait au niveau des investisseurs. Et donc ça a été beaucoup plus simple quand on a voulu faire cette petite levée de fonds à la création d'Air Campus. On connaissait déjà les personnes de longue date. On avait déjà une vraie connivence. Et c'est souvent aussi un détail que les gens oublient et qui est assez passé sous silence, je trouve, dans toute la littérature qui existe sur la levée de fonds, en tout cas dans les articles français. C'est qu'en face de vous, que ce soit un représentant d'un fonds d'investissement, un business angel, c'est avant tout un mec ou une nana sympa qui a envie de rencontrer des gens, qui a envie d'échanger, qui a envie de transmettre. Et c'est pas juste un portefeuille avec un bouton on-off activable en fonction de métriques sympathiques. Donc nous, typiquement, un des trucs qu'on a fait sur cette levée de fonds la dernière, on allait voir vraiment beaucoup de fonds d'investissement en sachant qu'on serait encore un peu short pour les intéresser et que, à défaut de les intéresser sur l'instant, on prépare une relation sur le long terme. Et donc là, depuis à peu près 6 mois, j'écris une fois par mois à des fonds pour prendre des nouvelles, discuter. Il y a beaucoup de small talk, il n'y a pas que du tiens, voilà nos métriques, c'est tiens, voilà, mon fils a 10 mois aujourd'hui. Je parle beaucoup de lui, je me rends compte. Et en fait, évidemment, la relation se crée et c'est beaucoup plus simple quand vous voulez l'activer. Il y a un super article de la startup Alan qui en parle et qui explique ce qui s'est passé entre sa série A et sa série B. Donc voilà, des levées de fonds un peu supérieures à celles qu'on a fait avec Sébastien. Et eux, en fait, ils ont fait leur série B en l'espace de 2 semaines. Parce qu'en fait, ils avaient identifié les personnes avec qui ils allaient faire déjà le tour. Ils les connaissaient de longue date parce qu'ils échangeaient de manière régulière. C'était devenu des amis ou en tout cas des bonnes connaissances. Et en fait, quand il s'est agi de dire bah, tiens, on l'aime, bah, les mecs ont dit ah, bah trop cool, enfin tu ouvres le capital, et donc bah, on en sera. Et si j'ai un conseil à donner déjà par retour d'expérience, c'est il faut créer des relations en fait, humaines avec tout le monde. Et ça marche pour vos prestataires, ça marche aussi pour les investisseurs. Et mieux ils vous connaissent en tant qu'individu, plus vite ils seront à même de juger de votre capacité à être un bon chef d'entreprise, un bon associé. Et pareil, pas hésiter à créer des moments conviviaux avec eux pour justement montrer qui on est. Parce que je pense que moi, typiquement, si je devenais investisseur demain, le premier truc que je recherche, le premier critère, c'est avant tout des gens avec qui j'ai envie de discuter tout le temps. C'est-à-dire, ok, le sujet il peut être passionnant. Si en face de moi j'ai un connard, j'ai pas envie de lui parler, quoi. J'ai pas envie de mettre d'avoir mon destin lié avec cette personne pour les prochaines années. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais dans la tête de certains, et vice versa. Hein. C'est-à-dire que si en face l'investisseur c'est un connard, ou le mec qui reprend le fonds d'investissement c'est un connard,
c'est pas parce qu'il peut m'apporter un gros influx positif de cash que je vais me dire tiens pendant 5 ans je vais me taper un mec pédant qui va me barber à chaque fois que je vais au téléphone. Donc non, c'est un vrai écueil et il faut pas tomber dedans, il faut pas confondre un banquier avec un investisseur. Parce qu'un banquier c'est un connard, je crois pas que ce soit très grave. Non. Non mais j'en connais pas. Quoi? Non, les assureurs, c'est la même chose, c'est pas grave. Non, donc voilà, on pourra échanger après, je sais pas exactement ce que je peux ajouter dans le témoignage, mais peut-être juste parler de l'expérience, c'est un truc un peu éprouvant, on dit souvent que c'est long, et en fait, je trouve que le truc le plus difficile, c'est que vous êtes à la fois le réanimateur de votre boîte, parce que c'est vous qui amenez le battement cardiaque en fait, à se maintenir, et en même temps, vous devez être sur la table d'opération à vérifier que tout se passe bien. Et donc il y a une forme de dualité où vous vivez un quotidien qui est la moitié du temps, je suis concentré sur chercher l'argent à l'extérieur, et l'autre moitié du temps, je suis concentré sur ok, est-ce que les gens dans ma boîte se souviennent qui je suis et ce que je fais ici, quoi. Et ça, c'est long. La paperasse juridique et les temps induits par la levée de fonds, c'est long aussi. Donc en fait, on a tendance à être coupé en deux. Et physiquement, je trouve que c'est ça qui est fatigant, en fait. C'est de se dire, moi, je suis sur 2 sujets qui sont diamétralement différents et où il faut trouver le temps, la présence mentale, en fait, de se dire, ok, je vais accorder du temps encore à ma boîte. Mais il faut aussi que j'accorde du temps aux gens, justement, parce que créer des relations humaines, ça prend du temps. Et il y a beaucoup de gens à voir. Parce qu'en fait, pour 100 investisseurs rencontrés, j'ai pas la stat. Je pourrais inventer une stat à la con, comme ça. Non, j'ai pas la stat. Mais si les relations humaines sont bien construites, je pense que la stat, elle est dingo. Tu dois avoir un taux de transformation juste dingue, peut-être 1 sur 2, tu vois. Par contre, ouais, si vous tentez de contacter tous les investisseurs sans jamais leur avoir parlé, c'est 0%, c'est sûr. À moins d'être fils de père riche, etc. Et vous faites l'investisseur, il vient juste édulcorer une levée de fonds déjà faite. Voilà. C'est à peu près tout, sauf si j'ai oublié des choses qui passent évidentes. De toute façon, on balayera après les sujets dans la partie questions. Merci beaucoup Clément. Du coup, autre témoignage, autre histoire, autre vécu, autre montant, peut-être, parce que comme on ne sait pas. Et... je ne peux pas le dire parce qu'il ne sait pas si c'est lui la plus grosse. D'accord. En tout cas, je vous invite à applaudir Sébastien qui va nous faire son témoignage. Sébastien. Bon, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de savoir qui est la plus grande, c'est plutôt ce qu'on va faire avec. Hein. Et pourquoi en fait pourquoi une levée? C'est surtout ça la question à se poser, je pense. Ça dépend pour moi du modèle que vous avez construit. Clément, lui, est plutôt, je dirais, sur une appli, sur de la tech, purement. Nous, à Direct Market, on est sur de l'innovation de service, avec un côté tech moins fort. Et pas dans la même situation pour démarrer une levée. Alors, on a un modèle plutôt inédit, on est unique en France, en Europe dans ce qu'on fait. Et on a eu besoin, nous, pour pouvoir... je savais dès le départ, par rapport à la construction du business plan, qu'il faudrait financer notre développement pour pouvoir atteindre un point d'équilibre. Mais financer ce développement, ça voulait aussi dire prendre le marché plus vite et prendre le marché avant d'autres. Donc là, il est un vrai enjeu pour nous. Donc arriver à un point d'équilibre, mais aussi se développer. Et donc c'est pour ça que j'ai initié cette levée de fonds. Ça a duré 2 ans pour nous. Et
je pense que c'est un sujet qui doit pas se faire à la volée, qui doit être réfléchi. Et pour rejoindre ce que dit Clément, c'est long. On voit énormément de monde. On sait quand ça commence, pour mon cas, je ne savais pas quand ça se finirait forcément. Et avec qui on la bouclerait, cette levée. Il y a besoin de pouvoir tenir financièrement quand on commence une levée de fonds. Si vous pouvez intéresser des investisseurs, c'est parce que vous avez un projet en soi, économique, financier, qui est intéressant. Un investisseur va vouloir non seulement aider à développer, mais aussi faire une affaire. L'objectif, dans notre cas, première levée de fonds, c'est de rentrer des investisseurs qui vont vouloir revendre aussi, avec l'attente de faire un gain. Ces investisseurs ne gagnent pas tout le temps, et donc ils prennent un risque aussi important, ce qui explique que ça dure longtemps chez chacun, au niveau de ce qu'on appelle la due deal, analyse financière. Donc ça, c'est des sujets importants où nous, de notre côté, on a besoin de bétonner notre business plan, et puis de tenir dans le temps, de se dire, voilà, je ne tiens pas que 2 mois, parce que ça va durer plus que 2 mois. Prévoyez du financement, soit en développant votre activité, soit en le soutenant par des banquiers ou sur le darknet. À un moment donné, il faut avoir des cartouches en main pour pouvoir durer. Et ça, c'est essentiel, je pense, quand on parle dans une levée de fonds. Ensuite, c'est aussi une grande aventure humaine. Clément a parlé du côté humain. Pour mon cas, je ne cherchais pas seulement de l'argent, c'était nécessaire, mais je cherchais aussi des gens qui étaient en mesure de pouvoir nous accompagner, nous renforcer dans notre développement. Et donc ça, c'est important parce qu'on va vivre avec eux pendant un moment. Et humainement, c'est mieux de vivre si on s'entend bien avec les gens. Là, moi, je te rejoins. Et ça prend du temps, connaître les gens, échanger avec eux, les comprendre leurs besoins, ce qu'on a envie. Si on veut pouvoir avoir le choix, je ne l'ai pas eu forcément tout le temps, il y a des hauts et des bas dans une levée, hein, c'est un peu comme un western. Hein. Et des moments ça va super bien, puis on pense être au bout, puis au final ça nous échappe, puis ça revient. C'est important de se dire qu'on part dans une course de fond dans laquelle il va falloir tenir moralement, psychiquement et financièrement. Garder le moral, parce que c'est pas acquis d'avance, c'est des creux, il y en a, il faut pouvoir les passer. Donc ouais, on a réalisé, nous, notre première levée de fonds, c'est une levée importante. J'ai aussi vu des centaines d'investisseurs, locaux, nationaux et au-delà, jusqu'à un moment donné où un s'est positionné, et quand un investisseur se positionne, ça rassure aussi les suivants. Et je dirais à un moment donné, c'est le sujet le plus compliqué, c'est de décrocher ce premier positionnement, quoi. Et ça se travaille, c'est une course de fond. Dans notre cas, cette levée nous permet un apport important de trésorerie dans la boîte, qui va nous permettre d'accélérer encore notre développement. Alors, on a rassuré, on n'est pas de la tech, pas de la deep tech, une innovation de service. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de brevet. C'est-à-dire qu'un investisseur, dans notre cas, n'investit pas en se disant s'il ne reste rien, il restera un brevet, j'aurai toujours quelque chose à monnayer. Pas de brevet dans notre cas, donc une obligation de nous développer et de développer l'activité. Donc faire ses preuves, ça c'est essentiel aussi lorsqu'on démarre une levée de fonds. C'est pas juste l'idée, mais c'est aussi la suite, comment on voit la suite de notre histoire. Est-ce qu'on arrive à faire ses preuves? Et c'est ça les éléments déclencheurs de la levée. Je dirais une levée, oui, ça prend du temps. On était 3 en début d'année, on est 12
au moment où on se parle, et on sera 25 en fin d'année. À 3, effectivement, tu es forcément sur la table d'opération, quoi. Et en même temps de l'autre côté, quoi. Donc moi je suis content aujourd'hui qu'on ait bouclé cette levée, parce que je vais pouvoir prendre 2 semaines de vacances en août. Et c'était du non-stop pendant 2 ans, quoi. Donc c'est important de se dire ça aussi, hein. C'est un engagement d'autre part aussi pour convaincre et en même temps continuer d'avancer, quoi. Et ouais, je pense que la partie difficile, elle est de notre côté pendant une levée de fonds. Je dirais la partie plus simple, elle est du côté des investisseurs. Où tant qu'ils n'ont pas pris ce risque, ils sont en observation, en analyse, en échange. Et puis, bon, un sujet pour moi essentiel aussi, c'est avoir la capacité de se projeter dans l'avenir et de donner aussi, permettre à la personne qu'on a en face, lui permettre de se projeter également avec nous, quoi. C'est avant tout une aventure humaine, avant d'être une histoire d'argent. C'est une histoire d'homme. Et c'est les yeux dans les yeux que ça se joue et main dans la main, quoi. On est dispo pour répondre aux questions. Merci Sébastien. Le petit complément est content. J'y ai pensé en écoutant Sébastien. Je suis d'accord avec toi pour beaucoup de choses. Je suis pas d'accord pour les investisseurs, c'est aussi c'est pas facile non plus. Tu vois beaucoup de gens. Il faut faire les bons choix et derrière ton job dépend. Voilà, la viabilité de ton job ou de tes finances personnelles dépendent aussi de ton choix. Donc non, je pense que c'est différemment autant difficile. Ce tour, le dernier tour qu'on a fait, on l'a fait exclusivement avec des business angels, donc des personnes qui ont globalement tous un passif d'entrepreneur et qui ont réinvesti une partie de leur gain passé dans la boîte. Et au moment de faire nos choix, en fait, on a eu la chance d'avoir plus de gens intéressés que de places disponibles. En fait, nous, on a toujours pris la décision d'accueillir un nouvel associé en fonction d'un apport, soit sur le plan humain ou le plan technique au projet. Et en fait, je ne sais pas si c'est un bon critère, en tout cas, c'est le critère qu'on a choisi. On s'est dit, on ne veut pas de ce qu'on appelle de sleeping partner, des gens qui mettent un ticket et qui finalement ont un peu le même rôle qu'un banquier, quoi. Sauf qu'ils prennent des parts au capital. Donc on s'est dit, tous les gens qui vont entrer chez nous, s'ils entrent chez nous, ils vont mettre la main à la pâte d'une façon ou d'une autre, on va les solliciter. Et ça a déjà commencé avec certains, parce qu'on a une étape où on peut déjà en solliciter certains, et il y en a d'autres qui seront sollicités plus tard. Et je pense que c'est une hypothèse à creuser si vous levez des fonds aussi, de regarder des gens qui sont compétents par rapport à ce que vous voulez achieve, à ce que vous voulez accomplir. Donc, difficile l'international. Non, et tout à l'heure j'ai dit c'est pas la police de la maison en voulant dire politique. Ouais. Je suis à 2 doigts d'être le connard dont je parlais tout à l'heure. Merci pour ce complément, Clément. Question quand même, parce que c'était pas complètement transparent peut-être dans vos 2 présentations. C'est quoi la motivation première pour lever, pour vous, dans votre histoire? Pourquoi vous avez levé? Vous n'aviez pas le choix, il y avait un accélérateur, il y avait la peur de la concurrence, c'était quoi le moteur? Pas l'ISF. C'est une blague. Non, la motivation première, c'est de... En fait, nous, là, sur la première structure, on bossait sur la marque employeur, et aujourd'hui, c'est une jolie PME, avec cette histoire avec Air Campus. On savait qu'on voulait vivre autre chose. On voulait vivre une boîte qui est vraiment concentrée sur du B2C, et le B2C, ça coûte cher. Et on voulait une boîte qui avait la capacité à s'internationaliser dans les 5 premières années d'existence. Donc nécessairement, ça demandait des fonds extérieurs. Et donc en fait, si on a levé, c'est pas pour ça raconter. D'ailleurs, la première levée de fonds, on n'en a même pas parlé. Il n'y a eu aucun article, etc. On a préféré
la terre et se concentrer sur le travail et faire profil bas. Et du coup, l'objectif, c'était juste de vivre, quoi. Vivre et de vivre le projet, quoi. Nous, de toute façon, je pense que la plupart des gens qui sont ici et qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise, ils sont à 90% là pour le chemin et 10% pour le résultat, parce qu'il faut bien vivre. Voilà. Sébastien. Merci. La motivation de notre levée, c'est le développement. Direct Market, c'est un rêve, c'est un projet de vie. C'est rendre ce projet viable dans le temps et lui permettre de prendre sa dimension. On aurait pu se dire, on fonctionne de manière traditionnelle, on travaille, on se développe, on fait des bénéfices et on les réinjecte au fur et à mesure. J'ai pris la décision d'accélérer, et pour pouvoir accélérer, il faut des moyens pour pouvoir prendre et répondre à notre marché. On est sollicité aujourd'hui par tout un tas de clients, et soit on leur disait non, on se développe doucement. Aujourd'hui, je peux leur dire oui, on y va, on vous accompagne. Ça nous permet de prendre ce marché-là. Donc c'est pour moi garder une avance, rendre ce projet viable et lui donner de l'ampleur que Direct Market doit avoir. Et alors, parce que, autant Clément, il l'a dit, c'était la condition pour le lancer. Toi, tu es déjà plus avancé. Comment tu savais que c'était le bon moment? Tu avais les bonnes métriques pour te lancer? C'était où, de toute façon, c'était plus le. Enfin, qu'est-ce qui faisait le momentum? Que c'était le moment pour le lancer? Je ne savais pas quand était le bon moment, quoi. Je n'ai jamais fait de levée avant. Et un peintre, il est confronté au moment où il va poser sa signature. C'est le moment où il décide que c'est terminé. C'est ça le bon moment pour lui, quoi. N'ayant jamais levé de fonds, étant commerçant à la base, loin de tous ces mécanismes, je les ai appris au fur et à mesure, en cours de route. Je suis en mesure d'en parler aujourd'hui parce que je les ai vécus. Mais avec du recul, je me dis, c'était peut-être pas le bon moment quand j'ai démarré. Je peux peut-être le dire comme ça aujourd'hui. J'ai peut-être démarré un peu trop tôt. Ce qui m'a fait perdre du temps, un peu dans la levée. Elle aurait pu durer moins longtemps si je l'avais enclenché 6 mois après, par exemple, après avoir passé un certain cap. Cela dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. À un moment donné, l'important c'est de se dire bah, j'y vais, je démarre, ok, bon, j'essaye, je me corrige en cours de route, je m'améliore en cours de route aussi, quoi. Voilà. Je pense que le bon moment, c'est quand on décide d'y aller, quoi. C'est beau, c'est très beau. Du coup, c'est long, j'ai aussi entendu. Combien de temps chacun ça a pris? Et c'est quoi ce qui a été le moment le plus long? On pourra s'arrêter dessus, mais qu'est-ce qui a fait que ça a duré cette durée-là? 2 ans. Ah oui, quand même. Entre le moment où tu as décidé et le moment où tu as bouclé. Ouais. C'est une longue levée. 2 ans, ça a été un parcours semé d'embûches. On était au bord de mettre la clé sous la porte plusieurs fois. Et c'est là qu'il est important de garder de la ressource. Le développement nous a permis de rester debout aussi, et puis de pouvoir refinancer derrière. Dans mon cas, c'est un endettement fort, mais c'est aussi, je crois énormément en ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu raison d'y aller, quoi, parce que ça va passer, ça va le faire. Et avec qui le moment le plus long aussi, nous on a levé avec un fonds anglais, qui est un fonds lead, et Alsace Business Angel. Qu'est-ce qu'un fonds lead? C'est le fonds qui a investi le plus et qui a pris le lead sur la levée. C'est avec lui qu'on discute principalement, et c'est avec lui qu'on va discuter les clauses du pacte, d'actionnaires, et puis les conditions de gouvernance. C'est lui qui va représenter les autres qui viennent avec moins autour. Et il représente, enfin, c'est lui qui prend la parole pour l'ensemble du... Non. Vas-y, pense. Non. Ce fonds lead, à la primeur, c'est lui qui a investi le plus.
Il devient un des actionnaires majoritaires avec les fondateurs, normalement, si vous n'avez pas fait de bêtises au départ, en donnant trop de capital à votre cousin qui vous aurait prêté 5000 balles. Vous devriez vous en sortir, mais ça peut arriver. Donc c'est un investisseur, c'est un fonds d'investissement qui est venu en lead, qui a apporté le gros de la levée, et c'est avec lui qu'on va consolider, quoi. Dans le cas de Alsace Business Angel, ils sont en position minoritaire. J'ai encore un investisseur en nom propre, ils sont en position minoritaire. On a un board, donc organe de, je dirais, pas de pilotage, mais de décisionnel, par rapport aux grandes décisions, qui est constitué de ce fonds lead et de moi. Hein, donc dans l'organisation, j'ai associé effectivement tous les investisseurs d'une autre manière, pas dans le cadre du board, mais effectivement j'ai bien l'intention de les faire bosser. Ils sont déjà en train de bosser. Pour revenir du coup à ce qui prenait plus de temps, donc tu as un fonds lead anglais. Ce qui a pris le plus de temps, ça a été, je pense, les points de démarrage, de rencontrer beaucoup de monde, jusqu'à trouver un vrai intérêt d'investisseurs. Donc ça, effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Une fois que le déclic s'est fait, là, les choses s'enclenchent. Et là, le temps passe plus vite, parce qu'on n'est pas en train de stagner. On est aussi en train d'avancer pour la construire, la lever, quoi. Je pense que les négociations en elles-mêmes, elles ont lieu. Mais dans mon cas, c'est pas ce qui a pris le plus de temps. Ça a été plus simple. On s'est rencontrés, on s'est compris réciproquement. Hein, je veux dire, moi j'ai compris leurs besoins et inversement, ils ont compris ce dont moi j'avais besoin pour piloter la boîte. Et la négo a été, et construction du pacte a été très simple et plutôt rapide. Donc dans mon cas. Clément, toi, du coup, quelle durée et qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans le processus? Nous, entre le moment où j'ai commencé à préparer le deck, donc le document, la présentation pour présenter la boîte à tout élément extérieur, et la clôture, il s'est passé 6 mois, quasi à 3 jours près. Et en fait, la durée type parfaite qui est toujours documentée. Mais je peux expliquer pourquoi ça a pris 6 mois, c'est que j'avais fixé une deadline avec l'avocat, et ce qui est assez drôle d'ailleurs, je vais raconter, mais déjà, nous, les 2 premiers mois, je les ai consacrés exclusivement à rencontrer des fonds parisiens. Parisiens, londoniens et viennois. Parce que, en matière de saucisses, pas du tout. Mal de Sicile. Exactement. Et en fait, le problème qui s'est posé pour nous avec les fonds, c'est qu'on levait pour une technologie qu'on n'avait pas fini de développer et qui sortira là dans 1 mois. Et donc avec un fonds d'investissement, il y a tellement d'offres de start-up qui se présentent à lui qu'il préfère investir dans une boîte qui a déjà sorti sa techno et limiter son risque. Voilà, en fait, ça s'appelle fonds d'investissement et ils font du capital risque, mais en fait, moins il y a le mot risque dans leur métier et plus il y a le mot capital, plus ils sont contents. Et donc ça, c'était les 2 premiers mois. Quand j'ai compris qu'avec les fonds, ce serait juste avec justement ce qui nous reste en cash et le timing de la levée de fonds, je me suis dit ok, on va passer par des business angels. Donc là, ça a pris grosso modo 2 mois. Et là, j'aurais pu closer au bout de 4 mois. Seulement, dans le rétroviseur est arrivé comment dire, une fée, voilà, qui est le PDG d'une des plus grosses chaînes de restauration françaises, qui a adoré le projet, qui a compris quel serait l'intérêt d'Air-Campus pour lui, et il m'a dit ça me chauffe. Et là, je me suis dit je crois que je vais l'attendre. Et du coup, je l'ai attendu 2 mois. Le jour de la clôture, il n'était pas là, donc je clôt. Et le matin à 8h30 de la clôture, il m'appelle et il me dit, ça je peux le dire, il me dit Clément, je mets 100 000. Et je dis non, mais on vient de clôturer en fait, aujourd'hui à minuit quoi. Et heureusement, notre avocat est bien prévu des choses, donc j'avais une délégation de pouvoir qui me permettait de faire rentrer encore du cash après. Et donc voilà, on l'a fait en 2 temps et ça a été très ralenti par cette personne. Et c'est un peu la bêtise que je vous conseille de faire, c'est que
mieux vaut justement avoir prévu une délégation et faire rentrer la personne ensuite et prendre le cash existant tout de suite. Ça vous permet déjà aussi de faire rentrer les effets de levier. Ça vous permet de retourner aussi sur l'opérationnel et sur votre business au quotidien. Et donc moi, je pense que voilà, l'erreur que j'ai faite là-dessus et qui aurait pu nous faire gagner du temps, apporter plus de montant à la boîte, c'est ça. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que j'apprécierais de refaire l'erreur parce que ça me servait de leçon une bonne fois pour toutes. Voilà. Je note l'histoire de l'effet levier, on va revenir après dessus. Il y a des banquiers, c'est ça? Non, mais non, c'est un des paramètres importants dans la levée de fonds. Juste dans les paramètres de départ, parce qu'on est encore un peu en amont de la levée de fonds, c'est quoi le travail préparatoire? Qu'est-ce que vous aviez besoin d'avoir de prêt pour vous lancer? Dans la levée de fonds, c'est quoi le taf en amont? Il y a une préparation physique, parce que je trouve que... Non, mais... moi, il se trouve que je suis le commercial de ma boîte, mais un des commerciaux de ma boîte. Donc faire 7 calls dans une demi-journée, je sais faire. Mais 7 calls intenses où il faut donner le max de soi, c'est comme si on montait sur un ring et que c'était le moment de faire le combat de sa vie. Parce que en face, c'est ce que les mecs attendent de vous en fait. Donc il y a ce truc-là. Physiquement, c'est éprouvant, c'est fatigant, il faut que ce soit bien coordonné. Et il y a un peu le truc, ça m'a rappelé... dédicace à Anouk, ça m'a rappelé les concours de prépa. Il y a un peu aussi le fait de choisir ses interlocuteurs et avoir un ordre de passage. Ça sert à rien d'aller voir le fonds rêvé ou l'investisseur rêvé le premier, quoi. C'est un peu le crash test. C'est comme les crêpes. La première il y a un nom chez les Bretons, je ne sais plus comment ils l'appellent. Mais tu sais, Christophe? La crêpe du chat, voilà. Bon, il y a le fond du chat aussi. Il faut bien le choisir. Si possible, si quelqu'un que vous connaît, qui apprécie de faire des retours, etc., parce que certains fonds ne font pas de retour. D'ailleurs, c'est un super truc quand vous faites un échange avec un investisseur ou un fonds, finissez le call par dire je vais te demander un truc qui n'est pas du tout dans tes habitudes, parce qu'il déteste faire ça, c'est qu'est-ce que tu en as pensé? Et en général, ils vous balancent plein d'infos à ce moment-là. Ils vont pas dire du négatif forcément tout de suite de visu parce qu'ils ont des juniors pour le faire après. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un feedback sur l'instant pour se dire tiens, sur l'instant, tu as foiré ça. Et parce qu'après, que vous ayez foiré des choses plus tard et qu'ils surviennent plus tard, c'est des trucs plus compliqués à corriger. Par contre, les choses basiques de l'entretien, c'est facile à corriger. Donc il y a ce truc-là, la préparation physique, la préparation des entretiens. Et après, évidemment, il y a toute la documentation. Nous, on avait créé ce qu'on appelle en fait une data room, donc avec le deck investisseur, qui est un document assez classique, le one-pager, donc un document sur une page qui résume la boîte pour que le mec dise tiens, tu connais ce dossier avec un autre investisseur, par exemple. Il y a toutes les métriques de la boîte, il y avait toutes nos dépenses, nos business plans avec les prévisionnels. Et je pense qu'après, c'est à peu près tout. Et des outils aussi de gestion du quotidien, d'avoir un truc qui permet de... Il y a un outil qui s'appelle Calendly. C'est pour prendre des rendez-vous facilement. Aux investisseurs, ils ne veulent pas passer par 4 emails pour dire « T'es dispo mardi dans 2 semaines ?» Non? Ok, mercredi, ça c'est insupportable. Ou dites voilà, réserve un créneau d'1 heure dans mon agenda. Et on y va. Voilà, c'est à peu près tout. Merci Sébastien. Toi, qu'est-ce que tu as eu comme taf en amont? Ou est-ce que c'était les mêmes documents? Il y avait d'autres choses qui étaient nécessaires? Oui, des documents communs, le levée de fonds, le one-pager, le deck, le BT. Et puis après, tout ce qui va permettre d'enrichir et de motiver le dossier, quoi. C'est pas évident un one-pager, parce que tu me donnes 1 heure, pour parler direct market avec plaisir, j'ai pas besoin de me préparer, mais tu me donnes qu'1 minute pour le faire, va falloir que je bosse dessus quand même en amont, pour pas louper des choses. Et c'est des documents importants, one-pager, deck, parce que ça nécessite beaucoup de préparation, de réflexion, de synthèse, et comment, en allant droit au but, vous permettez aux gens de comprendre ce que vous êtes en train de faire, avec un visuel, sans pouvoir leur parler, quoi.
C'est des éléments auxquels il faut prêter, c'est important de prêter attention. Faites-les relire par des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous faites. S'ils comprennent, c'est que c'est pas trop mal, vous pouvez y aller. Voilà, et puis faites-les vivre aussi dans le temps, parce que quand on commence à lever, 2 mois après, il s'est passé des choses, 3 mois après aussi. Donc c'est des documents qu'il est important de réactualiser aussi au fur et à mesure. Et de la même manière, le business plan, quand vous commencez la levée et que vous retrouvez 6 mois après, il est usagé, il est vieux, il n'est plus à jour, plus d'actualité aussi, nécessité de le remettre à jour. Ouais, en termes de documents, voilà quoi. Oui, aussi dossier partagé, data room. Moi, pour mon cas, je leur demandais quand est-ce qu'ils voulaient me rencontrer, je me rendais dispo. Donc j'ai fait d'école le dimanche, pas loin de la nuit aussi, mais disponible aussi pour ça. Donc aussi agile par rapport à... je ne me suis pas considéré comme un élément bloquant avec des freins, des contraintes. J'ai aussi fait sauter toutes les contraintes pour pouvoir m'adapter aux investisseurs. Ça marche. Et du coup, les documents vivent, typiquement le pitch deck, après chaque pitch, en général, on rebouche pour le suivant. Ce qu'on a appris, on ouais, tout à fait. Ça, j'aurais pu faire mieux. Ouais, tout à fait. Alors, Clément dit demandez à la personne que vous avez en face un retour. Oui, enclencher la suite, c'est à vous de le faire, ça. C'est à vous d'enclencher la suite. Quand est-ce que vous allez me faire un retour? Je vais me permettre de revenir vers vous à tel moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des éléments que je dois vous apporter encore. Relancer, c'est à vous d'être... Enfin, c'est à nous d'être actifs aussi dans ce sens-là, quoi. Ça vient pas tout seul. Ça montre aussi la détermination qu'on peut avoir sur cette levée, quoi. C'est pas juste un call et puis merci, au revoir. On attend la suite. C'est la provoquer, cette suite aussi, quoi. Et c'est vrai que de se taper 3, 4 calls d'1 heure où on repart chaque fois à 0, c'est vrai que c'est crevant, quoi. C'est crevant, hein. Et après la soirée, envoyer des mails pour dire merci, pour oui. renvoyer les documents et pour toutes les questions qu'ils ont posées. Quand tu es outillé, tu as un peu plus une équipe un peu plus grande, je dirais, c'est aussi plus vivable. Bon, sans, je veux dire, je ne peux pas s'empêcher de lâcher de la table d'opération. Mais des choses qui deviennent aussi un petit peu plus simples. Cette première levée, je pense que c'est la plus dure physiquement. Ouais, il faudrait comparer avec les... Toi, c'est la deuxième levée, laquelle est la plus dure? Non, mais en fait, c'est les mêmes. En fait, il y a une levée, les deux, c'est des levées potentiellement pour qualifier d'amorçage. Donc, je pense que c'est de toute façon la levée la plus dure parce que c'est celle qui met le plus de temps à se construire. Les autres, en fait, il y a tout le travail en amont qui a été fait, justement, de relationnel avec les fonds. Que quand on sort du bois pour une série A ou pour une série B, ben, on est connu, en fait. Donc, il y a beaucoup moins de choses à planter dans l'esprit de l'investisseur. Quand les grosses startups là, elles font leur série C ou série D et qu'on entend les montants, je ne pense pas que ce soit... En fait, c'est plus du tout le même niveau de complexité, c'est une complexité financière, c'est des montages financiers qui sont beaucoup plus complexes que juste une augmentation de capital basique, comme une levée de fonds en amorçage. Par contre, trouver les investisseurs de prime abord, c'est pas très complexe. Ouais, je crois pas. Moi, je l'ai bien vécu en fait. Donc, Et alors, accompagné ou pas accompagné? Est-ce qu'on peut y aller seul au charbon? Ou est-ce qu'il faut quelqu'un avec nous? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a le même retour d'expérience avec Sébastien. Moi, j'ai fait le choix d'être très seul là-dessus, parce qu'en fait, on avait quand même un coach via l'accélérateur de la région Grand Est, en la personne de Philippe, et que je vous conseille de rencontrer si un jour le sujet de levée de fonds vous intéresse, parce qu'il y a une bonne culture. Et après, en fait, on a été contacté par plein de leveurs. En fait, le principe d'un lever, c'est un peu un mec qui se dit tiens, il a une bonne idée, une bonne tête,
moi j'ai plein de contacts, il y a moyen que je prenne 5% de sa levée de fonds en lui présentant juste des gens. Et donc du coup, nous on s'est dit sur ce niveau de levée, c'est pas très intéressant parce que justement il n'y a pas d'ingénierie financière. Alors pour une série C ou une série D, je crois que c'est quasi obligatoire d'être accompagné. Et en fait, on a été contacté typiquement par le boss de la fusion-acquisition chez KPMG à Paris. Et lui, il a adoré le projet et il nous a dit j'aimerais vraiment avoir votre dossier, c'est un peu tôt en termes de montant par rapport à ce qu'on est habitué à faire. Je lui ai dit que c'est pas la peine. Et du coup, il a investi en tant qu'individu. Donc c'est un petit hasard sympathique. Et donc j'aurais tendance à dire mieux vaut être accompagné sur le côté culture, de ce que c'est un fonds d'investissement, de ce que c'est un vrai deck. Et par contre, faire la première levée de fonds le maximum seul dans l'échange avec les investisseurs. Et pour la suite, c'est quasi obligatoire justement pour des sujets de mathématiques. Accompagnement, oui. Ouais, pour la culture. On ne connaît pas les mécanismes. Pour initier, pour moi, à un moment donné, il y a aussi besoin de premiers contacts, de commencer à faire. Et puis l'accompagnement, non seulement par rapport à la levée même, et on a quelqu'un aussi à nos côtés à qui on peut parler de nos hauts, de nos bas. À un moment donné, on ne peut pas tout dire à l'équipe, à nos associés, à côté de nous. Donc c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir nous épauler, et puis ne serait-ce qu'être une oreille quand on passe des moments difficiles, quoi. C'est important pour moi cet accompagnement parce qu'il permet aussi le recul. Et quand on a la tête dans le guidon, en même temps sur la levée, en même temps sur la table d'opération, comment on prend ce recul, quoi. C'est plus simple, c'est plus facile de prendre ce recul-là et de repartir de manière objective en étant accompagné. Alors oui, moi je me suis fait accompagner par Philippe, pas par des leveurs, hein, parce que étant accéléré dans l'accélérateur Scalinov, cet accompagnement qui est permis aussi, qui n'est pas gratuit, mais qui est moins cher, mais qui est peut-être pas aussi pas calibré de la même manière, pas structuré de la même manière qu'un leveur. Et dans notre cas, on a eu à monter un dossier financier complexe. J'ai dû monter un BP à 7 ans, détaillé, avec des embauches, poste par poste, enfin voilà, tout de manière millimétrée. Donc oui, accompagnement aussi, non seulement pour passer et parcourir cette levée, mais aussi accompagnement financier si c'est nécessaire, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout faire à un moment donné, quoi. Et qu'on a besoin de cette prise de recul. Après, je dirais, une fois que la levée est faite, je sais aujourd'hui dire que je suis déjà accompagné, je suis déjà sur la prochaine levée aujourd'hui. Je ne voulais pas, je préférais que ça se fasse en septembre, que j'ai un peu de temps de respirer. Mais je suis déjà sollicité aujourd'hui par des nouveaux fonds. C'est vacances en août alors. Ouais, maintenant, les vacances, il y aura. Je vais couper le tel, je te donne. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas seulement des investisseurs ou fonds d'investissement qui ont rejoint l'aventure, mais c'est aussi des gens qui nous épaulent déjà pour la suite, quoi. Qui renforcent nos points faibles, qui nous permettent d'être meilleurs et qui jouent leur rôle aussi déjà dans les contacts par après, parce que c'est aussi leur rôle à eux, à un moment donné, de vendre leur part. Et donc dans ce contexte, et en tant qu'investisseurs, ils sont aussi dans ce milieu-là que nous on maîtrise peut-être pas autant qu'eux, quoi. Donc je pense que le levée de fonds, quand on commence, selon les projets, enfin pour mon cas, elle devient permanente, quoi. Donc j'accorde du temps aujourd'hui, pour ça, quoi. Alors du coup, on a déjà parlé un peu, vous avez déjà évoqué pas mal le roadshow, la tournée, qui allait voir, comment se passent un peu les rendez-vous et comment on garde la relation, on va peut-être pas revenir dessus. Par contre, ce qui suit un peu tout ça, c'est on trouve un leader, on rentre en négociation, il y a la due diligence. C'est quoi un peu ces étapes-là? Qu'est-ce que vous avez eu à
à gérer comme négociation, comme difficulté de négociation et comme niveau de due diligence? C'est vraiment la question la moins passionnante du monde. Ouais, en même temps, ça lève le voile sur un morceau que... Attends, ça intéresse qui? Moi, en vrai, quand je levais, ça Enfin, m'intéressait. Ceux qui lèvent, ça les intéresse. Et ceux qui lèvent, c'est des banquiers. Non, la partie négo dans les termes, j'avoue que sur le levée de fonds avec les business angels, c'est pas trop un sujet prégnant. Tu vois, le fonds d'investissement, il va tout de suite regarder des choses sur effectivement, au niveau de la due diligence, regarder si, quelles sont les conditions de sortie, quelles sont les clauses de raquette, etc. Tu vas pas avoir vraiment ça avec un business angel. Un business angel, c'est un chef d'entreprise comme vous, potentiellement, qui n'a pas beaucoup de temps, qui fait confiance. C'est pour ça aussi que c'est une relation qui doit être pérenne et qui doit être sur du long terme. Et du coup, si le pacte d'associé est bien fait chez un avocat et qu'il est globalement assez classique, bah, tu n'as pas besoin de revenir vraiment dessus. Après, il va y avoir des investisseurs qui vont avoir envie de sortir vite. Typiquement, nous, je vous ai dit, on a fait des choix. On a eu des investisseurs qui nous ont dit, bah tiens, au prochain tour, je veux sortir avec un multiple équivalent à ce que vous faites sur le prochain tour. Et nous, on a décidé de ne pas bosser avec ces gens-là parce qu'on s'est dit, bah tiens, c'est contraignant, ça veut dire que dès qu'on lève, on doit prévoir aussi les gens qui sortent. Ça veut dire pourquoi on accorde cette capacité de sortie à quelques investisseurs et pas à tous. Donc on s'est dit, ok, si c'est un critère discriminant pour choisir avec qui on bosse, bah, on le garde. Et donc du coup, en fait, nous on a que des gens qui ont adhéré au pacte d'associés qui étaient identiques avant et après la levée. Point de difficulté en négociation, la due diligence, qu'est-ce qui piquait? La négo est plus simple si le rapport de force est de notre côté. Elle est moins évidente si c'est inversé. Tu vois, si on pose quelque chose qui n'est pas des sujets qui ne sont pas éprouvés, qui ne sont pas bien ficelés et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire, elle sera moins évidente que dans le cas inverse. Donc je dirais la clé, elle est humaine en termes de confiance. Donc ça c'est les yeux dans les yeux, mais aussi en termes de manière de délivrer aussi l'activité, quoi. Donc ça c'est vraiment, je fais la preuve et je suis droit dans mes bottes, sûr de ce que je suis en train de faire et je rassure, quoi. Donc c'est à penser avant que cette négo arrive, quoi. Comment elle va se passer? Est-ce que je suis dans le besoin? Est-ce que j'ai besoin de trésorerie dans 2 mois et je sais qu'on va mettre 3-4 mois à boucler la levée? Dans ce cas-là, je ne suis pas en rapport de force. Je vais avoir besoin d'argent rapidement. Je vais me retrouver dans le besoin. Il n'y a pas de négo dans ce contexte. On va accepter simplement des pactes ou des clauses qui sont proposées. Si on a du temps, eh bien, on va avoir la possibilité de discuter de certaines choses, de les construire autrement. Donc, il y a le temps et il y a le fait d'avoir aussi le choix de ces investisseurs. S'il n'y en a qu'un seul en face, oui, c'est vrai que si on a le choix de lui dire non, j'en prends un autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que mais tant qu'on n'en a pas un qui est positionné, on n'a pas le choix. Je dirais, il y a une équivalence, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dès qu'on a un investisseur qui se positionne, ça rassure. C'est vrai que là, c'est vraiment une étape ultime, hein, le positionnement. Hein. Je sais pas, 100 ou 150 investisseurs et fonds rencontrés, à investir au final, quoi, à concrétiser, quoi. Donc quand on en arrive là, on a déjà fait beaucoup. Ouais, effectivement, c'est important de se donner la capacité de pouvoir financer, d'être en bonne condition pour pouvoir discuter, quoi. Donc avec le fonds lead, ouais, effectivement, il y a des clauses. Bon, je pense que j'ai eu, ça s'est bien fait de mon côté. J'ai une liberté de manœuvre.
Donc j'ai une capacité de piloter l'entreprise qui est quasi complète. Mais ça doit marcher, parce que c'est le contre-pied de cette liberté aujourd'hui que j'ai de piloter la boîte. Si ça ne marche pas, je vais morfler, quoi. Mais ça n'arrivera pas. Juste avant de passer le micro au public pour les questions, la question qui tue quand même avant de finir, avant de vous donner la parole. Comment vous avez fixé votre valo? La valo. J'ai dit que c'était la question qui tuait. Non, personne ne va en parler. Non, je parle d'avoir la valo, mais comment vous l'avez fixé? C'est quoi la règle que vous êtes mis? Comment ça a été discuté avec le fonds? Je savais en faisant cette levée qu'on en ferait le deuxième et qu'il y a le troisième qui arrivera dans ce qu'on est en train de faire. Donc, la question à se poser, c'est vrai que quand on fait une levée, on vend un morceau de la boîte et on se dilue. Donc, on devient moins actionnaire qu'au départ. Donc, on vend une partie de la boîte. Donc, on accepte que quelqu'un vienne prendre du pouvoir. Cette valo, c'est ce qui va minimiser l'impact des investisseurs au moment de la levée. En gros, plus la boîte vaudra cher, moins l'apport de l'investisseur sera important. Moins ils auront de part. Ouais. Voilà. Moins, c'est plus juste. Donc effectivement, notre boulot à nous, c'est de valoriser le plus possible pour minimiser l'impact des investisseurs. Mais il y a aussi à trouver un point d'équilibre. Et je pense ça avant. Ça se sent aussi dans les échanges. Où est le point de rupture? À quel moment l'investisseur n'y va plus parce que c'est plus intéressant pour lui? Mais aussi à connaître notre point de rupture à nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher à un moment donné? Jusqu'où on est prêt à aller par rapport à notre projet global? Et notre levée de fonds à nous, c'est pas c'est une prochaine, c'est une troisième qui suivront. Donc c'est aussi une histoire qu'on est en train de construire, c'est une capacité de se projeter. Comment est-ce que, c'est une question auquel il a fallu répondre aussi, comment est-ce qu'on garde les rênes de l'entreprise dans ce temps-là, quoi. Vous pouvez faire une levée, mais la prochaine vous la ferez plus parce que vous serez minoritaire, vous perdez la boîte. Prendre trop de parts, vous ne trouverez pas d'investisseurs, vous n'arriverez pas à faire votre première levée, et puis ça va compliquer le chemin. Donc c'est aussi quelque chose à jauger par rapport à tout ça. Et puis il y a des standards. Il y a des standards de première levée, des standards de deuxième par rapport à des projets. Donc il y a aussi des grilles de valorisation, tout ça. Donc c'est aussi, ça fait aussi partie du contexte. Il y a l'écosystème français mûrissant. On commence à voir un peu des choses qui se répètent de manière assez claire d'une startup à l'autre. C'est clair. Ouais, et puis selon les thèmes aussi, tech, deep tech, etc. Clément, toi, est-ce que tu as... Nous, de manière assez pragmatique, on a établi une fourchette en fonction de... En fait, on s'était fixé maximum d'une dilution de 20%. Et on avait fixé du coup une fourchette qui nous permettait d'être proche du budget prévisionnel, en fait, des coûts sur les 18 prochains mois. Donc voilà, ça a été fait comme ça le calcul. Et après, on a dit, on a testé la fourchette haute, c'est passé. Et du coup, les premiers investisseurs ont validé ce truc-là, et après, c'était enchaîné et c'était fini. Voilà. Pas de rapport avec le niveau de la boîte, mais de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Exactement. C'est quoi nos mécanismes.